Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft, ou en tout cas avec les outils Microsoft. C'est un intérêt qu'on a depuis plus de 18 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va vous parler d'une conférence de Microsoft. Et pour m'accompagner, Guy Barrette, qui d'autre? Bonjour Guy. Qui d'autre? Salut, ça va? Écoute, ça fait juste 16 ans qu'on fait le podcast, donc on est comme un vieux couple, mais à la hard couple, on va dire ça. Absolument, ouais. Non, mais hey, moi je suis content parce que aujourd'hui on va parler de la conférence Build et ces dernières années, on faisait plus d'émissions vraiment spéciales autour de Build. Le momentum était plus là et cette année, on sentait la nécessité de dire ça revient en force. Et qui de mieux quand les choses reviennent en force pour parler ou avec nous, c'est de retourner voir nos vieux amis qui ont fait le podcast à plusieurs occasions. Donc, on a 3 invités avec nous aujourd'hui. Michel Perfetti, vraiment un habitué, parce que Michel, tous les ans, on est avec toi. Donc, directement de Paris. Ouais. Bonjour. Bonjour Michel, on va donner la chance tout à l'heure avec on va te revenir pour te présenter plus en détail. J'ai aussi demandé à mon partenaire d'affaires avec qui je développe ma compagnie, Éric Renaud, qui lui aussi a fait le podcast à plusieurs occasions. Je savais qu'Éric assistait à la conférence Build. Je disais, hey, tu venais faire le podcast? Bonjour Éric. Hey, salut Mario, salut Guy. Salut. Et quelqu'un que c'est la première fois moi que j'ai la chance de faire un podcast avec lui. Guy, toi tu le connais plus. Wilfred Voiré. Bonjour Wilfred. Bonjour. Et toi, vraiment, t'es MVP Azure, si je me trompe pas? Oui, MVP Azure depuis 2012 maintenant. 2012. Est-ce que t'es basé sur Paris ou t'es plus t'es en France premièrement? Oui, je suis en France et oui, près de Paris, effectivement. OK. Donc, d'où pourquoi, lorsqu'on était avant le début dans l'entrevue, tu parlais beaucoup avec Michel parce que, veux pas, la vie a fait que vous êtes rencontrés à plusieurs occasions dans les conférences Microsoft, probablement. Michel, je le connais depuis plus de 10 ans, effectivement. Mm-hmm. Ah, ben là... On va pas montrer toutes les photos, hein. C'est ça. Mais moi, Michel, j'ai un souvenir d'aller prendre un déj il y a très longtemps. Là, on remonte, puis Guy, je pense que t'étais là. On remonte à 2005, 2006, les premières années où on était MVP. Puis à l'époque, il fallait se déplacer, vraiment aller à Seattle. Microsoft nous recevait dans les hôtels et tout. Et je me souviens qu'un soir, en tout cas, toute la communauté francophone, on se regroupait, blablabla, jazz. Puis là, j'explique qu'on fait un podcast. Et il était à peu près comme 10h, 11h le soir, puis tu me dis « Hey, les copains, demain matin, on va déjeuner à une super place dans le port, on a la vue et tout. » Puis finalement, on s'était tous retrouvés, 6h30, 7h le matin, le lendemain, pour aller déjeuner dans le centre-ville de Seattle. Et c'est mon premier souvenir que j'ai de toi, c'est... Les jeux du décalage horaire, hein. Ouais, en plus, c'est vrai, vous étiez debout depuis à peu près comme 2h de la nuit, je pense, ou... Nous, c'était un peu moins le cas, mais tout ça pour dire que déjà à l'époque, ton côté organisateur, leader ressortait. Et quand on parle de déjeuner, on parle de petit déjeuner ici. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Et là, je me souviens, on mangeait des pancakes. En tout cas, c'était très à l'américaine, là, tu sais. Ouais, c'était sympa le déjeuner sur le port, à Pike Market. Ouais, c'est vrai, c'était à Pike Market, mais c'est sympa, c'est pas tant, parce qu'ils ont des pancakes. Mais eux, ils connaissent pas ça, le sirop d'érable. C'est du sirop, ce que nous, on appelle du sirop de poteau. C'est-à-dire, c'est du sirop de maïs. Vraiment pas comparable, là. C'est comme on est dans deux catégories. Et donc, nous, manger des pancakes sans sirop d'érable, c'est un peu bizarre. Donc, mais c'est un peu comme... je sais pas, ici pour parler de sirop d'érable ou de pancakes. Hey, je me demande de quoi on va parler, hein. Ah. Tous ensemble... Quelle a été la thématique de la conférence Build cette année? 2 lettres. Ah ben. Est-ce qu'on dit AI ou IA?
L'intelligence artificielle, évidemment. Hein. On entendait soit AI ou soit Copilot. Ouais, c'est à peu près la même chose, hein, finalement. Puis moi, je riais parce qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, mais Copilot, c'est pas juste le nouveau nom pour Cortana. » Puis parce qu'il y a des gens qui saisissent pas toute la profondeur de la chose et on va en parler. Donc, on va donner la chance à nos auditeurs de mieux vous situer parce que nous, on vous connaît, mais certains de nos auditeurs n'ont pas la chance de vous connaître. Donc, je vais commencer avec Michel Perfetti. Donc, comme je disais, t'es à Paris, toi aussi, ça fait plus de 10-15 ans que t'es MVP autour de tout ce qui est le DevOps. Ouais, ça fait bien 2006-2016, je me rappelle plus trop. Ouais, donc comme moi, t'as connu le passage de Team System vers Azure, comment ça s'appelait? Azure DevOps. Et maintenant, on est dans GitHub depuis 2 ans, 3 ans, mais au moins, si c'est pas plus. Tu veux juste glisser un mot sur la boîte où tu bosses? Ouais, moi je suis directeur technique à Selenza. On est un cabinet de conseil en France, on est à Paris, on est à Rennes et on est à Lyon aussi. Mm-hmm. On est spécialisé sur la techno Microsoft. Et Michel, moi ce que je voudrais prendre, c'est qu'on va aller à nos autres auditeurs, mais tout de suite en partant, cette conférence-là, moi je trouvais qu'elle est un peu différente parce que là on n'est plus en pandémie, mais aucun de nous on s'est déplacé, on n'a pas pris l'avion, on n'est pas allé directement à Seattle, on s'est pas pointé. On connaît, nous, la place où est-ce qu'était la conférence parce qu'on était à plusieurs reprises dans ce center-là, mais là, on a tout fait à distance. Donc, tes impressions par rapport à ça, est-ce que pour toi, c'était un plus, un moins? En fait, le problème quand on fait des confs à distance, c'est que, surtout à nous, Européens, parce qu'on est décalés, c'est quand même difficile de suivre en direct parce qu'il y a quand même des sessions qui commencent à 18h et qui finissent à 2-3 heures du matin. Mm-hmm. Donc, en fait, le direct, c'est pas forcément évident. Donc, on peut suivre les keynotes en direct. Elle se passe en fin de journée. Mais par contre, après, les autres sessions, moi, c'est plutôt en mode comme Netflix, quoi. Mm-hmm. Donc, j'avais flagué mes sessions et le lendemain, je les regardais en différé. Donc, c'était plutôt du replay que du direct la plupart du temps. Mais Et moi, ce que j'ai vécu, je peux parler pour moi, à temps normal, j'aurais disparu de la circulation pendant 3-4 journées. Hein. On prenait l'avion, on allait à Seattle, et là, c'était intense. Ça commençait très tôt le matin et ça finissait très tard le soir. Et là, c'est pas du tout le cas, ce qui fait que j'ai eu la chance la semaine dernière de pouvoir être présent pour assister au 25e anniversaire de ma fille. J'expliquais à ma famille, je dis, en temps normal, je serais pas ici, mais ce que ça faisait, c'est que j'ai eu une semaine ultra chargé parce que j'avais quand même toutes les choses normales de la vie plus la build par-dessus et en plus build c'est un peu on va en parler, c'est un peu le même choc qu'on a vécu en 1992-93 quand on a découvert l'internet, c'est que là on rentre à fond de train dans une révolution, donc plein de choses à apprendre. Est-ce que toi t'as trouvé ta semaine surchargée? Alors assez chargé, surtout que le Book of News il est quand même il y a pas que de l'IA dedans, il y a pas mal de sujets. Mm-hmm. Et les sessions sont toutes assez longues. Disons que j'ai plutôt fait les quelques sessions qui me semblent importantes à regarder. Il y en a peut-être certaines que j'ai dû accélérer, remettre des parties qui étaient plus intéressantes que d'autres. Mais voilà, ça m'a permis de bien plus piocher l'information qui m'intéressait. Et comme il y a quand même beaucoup de sujets, j'ai dû même la semaine, même quelques jours après, dire celle-là, ce côté-là, je l'avais pas vu, j'ai pu aller regarder la session. Et j'ai encore des sessions que j'ai pas vues, mais je pense que je vais les purger dans les 3-4 semaines qui suivent. Je vais pouvoir je vais les couler dans la longueur. Ouais. Moi, j'ai fini hier ma dernière session, donc avec quelques jours de décalage. Michel, de toutes les sessions que tu as vues, laquelle que tu aimerais juste nous entretenir quelques instants parce qu'elle a quelque chose de spécial pour toi? Alors, je vais pas parler d'IA parce que je trouve que on va en parler, je pense. Mm-hmm. Mais il y a 2 sujets aussi importants qui ont été abordés. Moi, l'autre sujet qui me semble vraiment très important, qui montre un changement aussi dans le cloud et l'adoption, c'est tout ce qui est autour du confidential computing. C'était moins parlé, c'était un peu disparate puisqu'on le voit dans plein de projets. Mais le fait d'avoir de l'infrastructure où c'est au niveau matériel où on peut garantir la confidentialité de ces process, on le retrouve partout. Il y en a eu pour Kubernetes, il y en a eu pour de la VM, il y en a eu même pour Azure Container App, qui est quand même vachement plus récent. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez important parce qu'il y a plein de workloads qu'on peut pas encore mettre parce que il y avait pas cette confidentialité. Et donc, je trouve ça très intéressant comme sujet.
Donc, à très, très, très haut niveau, parce que là, j'ai l'impression qu'on a peut-être largué certains de nos auditeurs. Si on essayait juste de vulgariser en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire, le confidential computing? C'est sa capacité au niveau hardware de vraiment d'isoler nos applications. Parce que quand on crée de la VM, en fait, on est mutualisé, on est partagé avec d'autres personnes finalement, et on n'est pas forcément à l'abri d'une faille logicielle. Là, en fait, on est isolé au niveau hardware, et donc ça permet de garantir un certain niveau de confidentialité de la donnée. Donc, si on parle, par exemple, pour nos amis européens, comme vous, en France, je sais pas c'est quoi le data center où il est situé. Je sais qu'il y en a du côté de l'Irlande, il y en a sûrement, il y en a peut-être même en France. Il y en a partout, hein. On a à Amsterdam, on en a à Paris. Mais tout ça pour dire que quand tu roules une application qui est hébergée quelque part sur le cloud, en réalité, elle peut être dans le même espace mémoire, même espace disque qu'une autre application qui pourrait être, par exemple, Spotify, qui roule à côté. C'est parce que c'est un code public, parce que tout est partagé. Et là, faut s'assurer qu'il n'y a pas des petits fins finaux qui vont réussir à trouver moyen de pouvoir... et c'est ça, le confidential computing, c'est s'assurer que... Et c'est encore plus important avec l'IA, on peut en parler, parce que les gens ont très, très peur que leur information... leur IP, que leur propriété intellectuelle soit redistribuée dans l'IA et se retrouve. Donc, c'est un discours qui était très important chez Microsoft. Donc, je te quitte quelques secondes ou quelques minutes, Michel. On va aller du côté de Wilfred, qui lui aussi est sur Paris. Donc, tu nous disais que tu étais MVP depuis 2012 du côté Azure. Donc, toi, tout ce qui est confidential computing, ça fait partie de ta réalité, hein? Alors oui, non, parce qu'en fait aujourd'hui c'est quelque chose que moi je suis un peu en pointillé. En fait, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours dans mon quotidien au travail. Moi, je suis cloud architecte à la Société Générale, et dans un de mes buts, c'est fournir du cloud public à toute la Société Générale de manière sécurisée et avec une gouvernance assez forte. Et aujourd'hui, le confidential computing, c'est intéressant, mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur comment est-ce que ça va marcher, les performances, à l'arrière. Et du coup, c'est quelque chose qu'on est un peu frileux à mettre en place par défaut. Mais après, c'est quelque chose que nous on regarde aujourd'hui, mais ça va prendre encore quelques années avant que ça perde dans tous les workloads. Et toi, de vivre une conférence comme ça à distance, est-ce que le day-to-day continuait et en parallèle fallait que tu réussisses à te libérer pour soit par les soirs et tout, ou t'as pu donc comment t'as vécu ta semaine? Chargé, j'ai envie de dire toutes les semaines sont chargées, hein, comme tout le monde. Aujourd'hui, effectivement, les conférences, les keynotes, c'était assez facile à suivre parce que c'était à une heure à peu près bien pour nous. C'est vers 6 heures, donc normalement, on a des travails, on peut facilement décrocher à 6 heures et aller à la keynote. Après, il y a la vie de famille c'est la famille qui a un peu de temps, effectivement. Et après, c'est finalement comme Michel, on regarde un peu en mode Netflix les sujets. Après, ce qui est intéressant, je trouve, faire à distance, c'est que ça permet de revoir les conférences. On peut voir un sujet, prendre 1 heure sur le sujet, dire ok, très bien, il est sorti, je vais un peu tester et reprendre la conférence près derrière pour voir un peu plus de détails qu'on aurait pu louper. Et ça, je pense, c'est plus-value par rapport à une conférence en physique. Voilà. Surtout que tu t'inscrivais et t'avais pas $2000 à sortir de ton compte de banque. En plus, ça, c'est moi qui paye d'habitude, donc ça va. Pas trop gêné. Mais oui, je pense que le fait d'avoir doublé, c'est bien. Après, ce qui manque à distance, c'est la partie communauté. Quand on est sur place, on croise énormément de personnes. Enfin, moi, je croisé par exemple Guy à Seattle plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est agréable de croiser d'autres personnes, d'autres horizons, en fait. Et moi, ce que je trouvais qui manquait, c'est que justement, quand tu croises un Guy ou quoi, là, on peut se challenger en disant, bon, ben toi, là, tu sais, ce que je vais lui demander un peu, quelle est la session? Ben, les gens disent, hey, je viens de voir telle session, c'était phénoménal, il faut. Puis là, le fait que c'est maintenant à distance, qu'ils sont enregistrés, on pourrait aller les revoir aisément. Mais il manquait cette petite facette-là. Ouais, c'est un peu comme ce qu'on essaie de faire là présentement, c'est que on touche des domaines, on est spécialisé dans des domaines qui sont différents. Puis chacun, on va avoir trouvé là quelque chose qui nous allume.
Donc, Michel a parlé de le confidential computing. Je sais pas s'il y a un terme français, là, comment on pourrait le traduire, là, la confidentialité au niveau du matériel, là, dans le cloud. Mais, tu vois, ça, j'ai comme passé rapidement là-dessus, mais là, ça me dit, hey, c'est important cette affaire-là, là, fait que je vais regarder une 2 sessions sur le sujet. Mais c'est ce qu'on discuterait normalement quand on se rencontre dans des corridors de la conférence. On dit, hey, t'as vu ça ou t'as entendu ça, c'est cool, c'est important. Ou je viens de voir, je me souviens des fois, Mario, tu sortais d'une session puis tu me dis, waouh, c'est comme je suis tombé sur le cul, c'est absolument cool là, cette histoire-là, parce que il y a souvent des sujets. Puis, ouais, c'est ça. Quand tu as une conférence comme Build, des fois, les titres ne sont pas représentatifs du contenu de la session, pour éviter que le chat, la souris sort du sac, ou en tout cas quelque chose comme ça, là, d'un produit qui a pas été annoncé. Le titre de la session a pas en tout rapport par rapport à au contenu. Fait que, ouais, c'est ce qui manque un petit peu, là, ce qu'on essaie de retrouver là ici dans ce podcast. Et toi, Wilfred, la session ou le sujet qui t'a particulièrement touché à cette conférence? Oui, il y a beaucoup d'IA. Tu vas me dire plusieurs. Clairement, c'était un des sujets phares sur la conférence. Je vais pas trop en parler. Mais après, autour de la gouvernance sur les API, aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup d'API en day-to-day. Et en vrai de vrai, tout ce qu'ils ont fait autour de l'API Center pour pouvoir centraliser la gestion des API dans Azure, c'est, je pense, une plus-value parce qu'on se trouve beaucoup avec des gateways API hostés dans Azure ou custom directement. Et le fait d'avoir une vue centralisée, c'est un gain de temps, notamment pour tout ce qui est gouvernance, l'audit, ces sujets-là qui consomment, enfin, qui nous prennent beaucoup de temps de mon côté. Donc, et maintenant, je vais aller vers... juste avant, au niveau de Wilfred, tu bosses à la Société Générale. Oui. Ton rôle là-bas, c'est? Cloud architecte. Voilà, architecte, spécialisé sur Azure. Hein. Ouais, autour du cloud. Voilà, autour du cloud, on va dire que c'est... Oui, MVP Azure, ouais, c'est bon. Éric Renaud, que je connais très bien parce qu'on se parle presque journalièrement, on travaille sur dans le même start-up. Éric qui a perdu son titre MVP il y a 3-4 ans maintenant parce que bon, pour X raison, t'avais plus le temps de... Mais donc autour de toi essentiellement, puis les gens ne savent pas, mais tu as aussi fait beaucoup de contrats pour Microsoft, pour le Pattern and Practices Group, l'ancien. Je sais pas si ça existe encore maintenant, ce groupe-là. Il y a plus de nom pour ça. Non, ça n'existe plus. Je pense que la communauté, au fond, a repris tout ce que Patterns and Practices pouvait penser. Toutes ces idées-là ressortent maintenant dans des projets open source repris par tout le monde. C'est que Microsoft n'a plus besoin d'engager des consultants, de les faire venir à Seattle, les payer des gros dollars pour... Ils en ont embauché plein aussi, c'est pour ça. Ouais, il y a ça aussi. Donc, Éric, t'es basé sur Montréal. Oui. Et toi aussi, commençons par ça. Est-ce que la semaine a été chargée? Je dirais que oui. C'est sûr que, tu sais, la vie normale. Moi, je coach beaucoup pour le soccer pour mes enfants, donc ça m'occupe beaucoup. Mais la réalité, c'est, tu sais, faut continuer à vivre. Puis en plus, il fallait se taper toutes les présentations qu'il fallait y avoir. Puis il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Puis un peu au style de Netflix, on veut toutes les voir. Donc, j'ai passé plusieurs soirées à me coucher très tard pour essayer de toutes rattraper les séries les présentations que je voulais voir. Tout à fait. Et toi, un sujet qui... Donc, il y a un éléphant dans la pièce. Si on veut pas dire l'intelligence artificielle, ou en tout cas les LLM, les Large Language Models, ou tout ce qui est autour de Copilot, parce que c'est comme l'évidence. Donc, personne veut nommer Copilot, ces choses-là. Donc, ça serait quoi pour toi? C'est sûr que c'était super intéressant toute la partie IA, comprendre c'était quoi la synergie entre Microsoft, OpenAI, où est-ce que ça s'en allait, comment programmer ces choses-là. Mais il y avait quand même d'autres sujets, par exemple .NET 8, donc Blazor, qui est une technologie relativement récente, a vraiment fait un beau saut
de technologie, vraiment quelque chose de très intéressant dans la prochaine version qui s'en vient. Un autre problème que je pense qu'il va être finalement réglé, c'est tout ce qui est identité autour de .NET. Donc là, on commence à avoir une meilleure histoire, comment faire une meilleure intégration. Mais qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est que Microsoft a lancé une nouvelle marque qui s'appelle Entra. Puis Entra, on dirait que c'est comme une marque qui regroupe toutes les choses de sécurité autour de l'identité d'une personne. Donc, j'ai comme l'impression que Microsoft est en train de redevenir un joueur de première gamme, au fond, en termes d'identité. Puis comment gérer les identités. Donc, ça va être intéressant de voir où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là. Mm-hmm. Je te dirais que avec Azure Active Directory, ils ont toujours été très, très, très omniprésents. Là. C'est juste que c'est comme s'ils étendent la tentacule encore plus. Mm-hmm. Mais Azure Active Directory, c'est une technologie. Mais je pense que Azure Entra, ça va être une gamme de produits avec des dashboards, avec des façons plus faciles, avec des API, des SDK pour justement mieux s'intégrer avec ces choses-là. Parce que travailler avec Azure B2C, Azure B2B, Azure Active Directory, ça reste compliqué. C'est pas facile à apprendre. On a l'impression qu'on est dans un monde legacy à cause qu'on dit le mot Active Directory. Mais avec Entra, on dirait que c'est du nouveau. Donc, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Mm-hmm. Et Guy, toi, est-ce que tu as le droit de nous dire, j'imagine toi aussi, tu as une semaine assez chargée parce que, écoute, tu as ta job chez VMware au jour le jour, puis VMware en plus était présent, Bill. Je sais pas si toi tu avais un lien quelconque avec parce qu'il y avait des conférences entre autres où expliquaient comment rouler Spring Java. Je sais pas si ça dit de quoi ces choses-là, mais... En fait, il y avait quelques sessions qui étaient d'intérêt pour moi via mon employeur, qui est VMware, là, surtout avec Azure Spring Apps, qui est un service qui roule sur Kubernetes, qui permet un peu comme Azure Container Apps, moins de complexité au niveau de gestion de Kubernetes, qui permet de déployer des applications. Fait que dans un futur rapproché, je vais devoir créer une formation là sur Azure Container Azure Spring Apps, la version entreprise. Là. Fait que je regardais un petit peu qu'est-ce qui était. Mais j'ai regardé surtout tout ce qui était autour de Kubernetes. Mais juste avant, c'est intéressant de voir les commentaires d'un petit peu tout le monde. On est vraiment teinté par notre background finalement, puis ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, parce que on n'a pas parlé d'un des coups de tonnerre dans le monde, les personnes qui sont dans le monde du BI, Power BI, Data Factory, etc. Eux autres, c'était l'annonce, un coup de tonnerre là de Microsoft Fabric, qui me touche pas là, du tout là, mais c'est intéressant de voir que c'est une grosse annonce parce que comme c'est une annonce majeure là, c'est le regroupement là de tout ce qui est un peu BI là dans un seul produit là, une synergie là complète. Donc c'est la combinaison de Power BI, Data Factory, Synapse là, tout ça. C'est pas des produits que j'utilise, mais je sais que ça a brassé là cette annonce là. C'est quelque chose dans ce background là. Si on comprend entre les lignes, c'est un produit qui est en construction chez Microsoft depuis plusieurs années, et là il était heureux de l'annoncer, de dire bon, on a une offre, une stack complète pour tout ce qui est finalement d'avoir de l'intelligence autour des données, puis comme tu dis, de pouvoir facilement... Puis c'est Power BI qui est leur front-end, l'outil, puis l'espèce de un seul lac pour mettre toutes les données. Moi aussi, je suis loin d'être un expert pour tout ce qui touche ce domaine-là, mais c'est une annonce importante qui peut-être moi m'a moins titillé. C'est juste un exemple comme ça. De mon côté, j'ai focusé évidemment sur Kubernetes là. Fait que il y a une couple d'annonces intéressantes comme Azure Container Storage là, qui va permettre de créer une espèce de pool de ressources au niveau du stockage. Là. Ça va être plus facile de partager du stockage dans Kubernetes. Un service géré de Prometheus. Le fait qu'AKS va maintenant offrir un support long terme là, de 2 ans. Donc, en entreprise, là, quand tu changes de version tous les 3 mois, là, des fois ça peut être compliqué au niveau
de faire les mises à jour. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui ont fait. Il n'y a pas eu d'annonce coup de cœur là de mon côté au niveau de AKS ou Kubernetes. Après, sur AKS, il y a eu la KubeCon il y a quelques semaines, qui a justement repris beaucoup de ces annonces-là en soi et qui avait annoncé beaucoup plus de choses autour de Cube. Mm-hmm. Donc du coup, c'est vrai que c'était pour la build. Enfin, moi, j'ai trouvé les annonces AKS qui étaient un peu réchauffées pour le coup, parce que du coup, enfin, la LTS, Prometheus, c'était annoncé justement à la KubeCon et du coup, c'est vrai que voilà, en plus, c'est plus dans le détail, il y a beaucoup plus de conférences sur le sujet. Donc là, pour moi, c'était vraiment un redit sur. En fait, vous suivez que les conférences Microsoft. Donc à la bulle, on va ressortir les grandes annonces qu'on a fait sur AKS, mais sans trop rentrer dans les détails, je trouvais. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'ils en profitent pour couvrir l'âge. Il y avait comme c'est Satya Nadella qui dit on va avoir au-dessus de 50 annonces. Lui, il a mis le faisceau lumineux sur 5 annonces. On a déjà traité une de ces annonces-là qui est Microsoft Fabric. Si on revient sur les 4 autres, qui veut se lancer? C'est-à-dire, dans les 4 autres annonces qu'il a faites, laquelle pour vous est majeure? Quelles sont les 4 annonces, okay, Mario? Bon, mais moi, je peux vous dire ceux que j'ai de mémoire. Il y a le fait que Bing Search va être totalement intégré maintenant avec ChatGPT, c'est-à-dire que comme une alliance entre Microsoft et OpenAI, c'est-à-dire que tout le travail que Microsoft ont fait pour rendre le web accessible presque en temps réel de leur côté dans Bing, et ça va être maintenant intégré donc l'engin de recherche directement à ChatGPT. Donc ça va aider les gens de OpenAI parce qu'ils n'ont plus besoin forcément de toujours rafraîchir leur modèle à des fréquences trop élevées. Puis ce qui va permettre que les dernières choses qui ont apparu sur le web dans les derniers jours vont quand même ressortir dans tes recherches avec ChatGPT. Donc première grosse annonce. L'autre grosse annonce, c'est Copilot dans Windows. Moi, je pense que ça change la game au niveau des systèmes d'exploitation. Troisième grosse annonce, le fait que ce qu'on appelle le AI Studio, c'est-à-dire l'outillage pour être capable de vraiment prendre des modèles et donc utiliser efficacement toute l'infrastructure d'Azure pour être capable d'éduquer des modèles et les rendre pour en faire des modèles utilisables en entreprise. Donc là, je viens de nommer le troisième, puis il m'en reste un quatrième. Il y a pas... oui, je pense qu'il est trop évident, le dernier. C'est GitHub Copilot X. C'est-à-dire, c'est la version encore plus évoluée de Copilot dans Visual Studio Code ou dans Visual Studio. Celui qui il est capable de lire ton code et donc, ce qu'il y a de la version X, là, c'est essentiellement ce que c'est le chat. Oui, c'est le chat. C'est le chat et aussi encore plus de capacité cognitive parce que essentiellement derrière tout ça, c'est une révolution où on va bonifier les capacités cognitives. Si on parle par exemple de GitHub Copilot, c'est de prendre les développeurs et leur donner des capacités cognitives comme s'ils étaient des super développeurs. Donc, dans quelques années, un développeur très ordinaire va être capable de faire du code comme un de nos top développeurs aujourd'hui dans nos équipes. Hey, c'est pour moi, cette affaire-là. Ouais. Je pense que la grosse annonce là-dedans, dans toutes ces intégrations, c'est que c'est une fusion un peu des bases de données où on faisait de la recherche avant, avec des IA qui sont capables de comprendre ce qu'on cherche et d'aller lire dans ces bases et aller faire les recherches à notre place pour nous le redonner de façon avec un langage quasiment naturel. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. J'ai ma base de données avec mes produits, mes données, au lieu d'aller faire des recherches dedans, comme on ferait avant avec Elasticsearch ou d'autres outils. En fait, je vais parler à une IA qui va comprendre ce que je veux et qui va faire la recherche pour moi et qui va me le remettre de façon qu'un humain peut comprendre. Et donc ça, je trouve ça vraiment bien, et surtout qu'il y a même des bouts de code avec des projets sur GitHub où ça fonctionne directement avec Azure Search et en .NET. Enfin, ça a l'air ultra facile de rajouter un côté assistant virtuel à une base de données qui est déjà existante. Et ça, je trouve ça. Avant, c'était un peu fabriqué, et là, je trouve ça vraiment très facile. Et je trouve qu'il y a un bond là-dedans avec cette conférence.
Mais c'est justement ça, peut-être la définition d'un copilote maintenant, de dire que c'est de l'IA, mais qu'il y a un contexte. Donc, si je suis dans si je suis dans GitHub avec Copilot X, ben là, le contexte, c'est le code que je regarde à l'écran, c'est le code de mon projet. Donc, le copilote est capable de prendre ça, puis avec ma recherche, avec des mots qui viennent au fond du langage naturel, là, il est capable de vraiment de me donner un coup de main pour aller au prochain objectif. Puis si je suis dans PowerPoint, ben là, c'est le contexte, c'est ma présentation. Puis si je suis dans Word, le contexte, c'est mon document. C'est peut-être ça la différence. Si je suis dans Windows, le contexte, c'est le système d'exploitation. Et je suis dans Microsoft 365, c'est mes logs de sécurité, mes alertes. Le graphe. Le graphe, ouais. Le graphe. Mais je vais vous donner un petit exemple. J'ai été accepté dans le bêta. J'ai reçu le courriel hier. Fait que ce matin, j'ai configuré tout ça, téléchargé la version Insider de VS Code, puis j'ai juste fait quelques tests, ça a pris peut-être une quinzaine de minutes, puis ce que j'ai pris un projet, on a un CLI là qu'on utilise au travail là qui est écrit en Go. J'ai sélectionné du code, puis j'ai dit, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui fait ce bout de code-là? Parce que je suis pas un programmeur Go, je comprends là la logique, je suis capable de lire, mais je dis explique-moi ce bout de code là. Puis wow, c'est exactement ce que le bout de code fait. Puis ensuite j'ai pris un script bash qui est un petit peu complexe. Tabarnouche, le copilote là m'a vraiment expliqué là c'était quoi. Puis là j'ai dit tiens peux-tu me générer des commentaires pour ce code-là? C'était génial. Là, c'est comme ça a inséré les bons commentaires aux bonnes places. Puis j'ai pu sauvegarder le fichier. Puis c'est un saut quantique dans les capacités. Tu sais, essentiellement, c'est pas habile que j'ai vu ça, mais j'ai vu une présentation dernièrement qui moi m'a allumé sur quelque chose de fondamental. La personne, ce qu'elle expliquait, elle dit, vous savez, elle dit, si on remonte il y a 200, 300 ans, quand on a inventé la machine à vapeur, ce qu'on a décuplé, c'est la force humaine. C'est-à-dire, c'est la force physique. Et il y a eu les premières générations de la machine à vapeur. L'invention qui a suivi par après, qui a vraiment été un déterminant pour la force physique, c'est le moteur à combustion et tout ce qui est l'hydraulique. Parce que là, du jour au lendemain, Monsieur Bedonnant de 50 livres pouvait être aux commandes d'un super tracteur et pousser des tonnes et des tonnes, ce que physiquement on pouvait pas faire. Et ça T'as résumé les États-Unis d'Amérique, là. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce qui s'est passé dans les 200, 300 dernières années. Et depuis maintenant presque 50 ans, on est embarqué dans une autre forme de transformation, c'est-à-dire que c'est plus la capacité de force physique, c'est la force cognitive. Et un des éléments marquants de la force cognitive que nous, on a tous vécu, c'est l'apparition du web en 1992 avec le Netscape, c'est-à-dire que c'était un peu comme la machine à vapeur. C'était une première étape qui a été fondamentale. Aujourd'hui, je dirais, tu sais, s'il n'y aurait pas le cloud, on serait pas où on est. C'est à cause qu'il y a eu le web. Et là, on a devant nous, en 2022-2023, le moteur à combustion, c'est-à-dire c'est des large language models, c'est-à-dire cette capacité d'avoir des copilotes. Et le futur ne sera plus jamais pareil, c'est-à-dire que maintenant, les capacités cognitives de monsieur, madame, tout le monde, quand je parle pour les développeurs, par exemple, quand on fait du code, parce que essentiellement, au niveau de ces large language models, il y a trois choses qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire prévoir des mots, donc prendre du texte. Ça, c'est une chose, on nous a dit, donc, et il y a beaucoup d'utilité à ça. L'autre axe, c'était les codex, donc quand c'est du code, ça, c'est GitHub Copilot X. Puis le troisième, c'était au niveau de les images. Donc ça, c'est DALL-E. Il dit, c'est ces trois utilités-là que ça a. Et Guy, toi, ce que tu parlais, c'est dans les codex, donc qui est du code, c'est vraiment phénoménal. Et là, on est vraiment, nous, on est en avance sur ce qui se passe au niveau du langage, au niveau des images, parce que GitHub, la version Copilot est déjà apparue il y a 1 an et demi. Et là, maintenant, on est déjà dans la deuxième génération, c'est-à-dire Copilot X, qui est à tomber sur le derrière. Quand on voit ce qu'on peut faire avec ça, on fait comme... ouais. Est-ce qu'il y en a qui utilisent l'intelligence artificielle ou Copilot ou d'autres choses dans leur travail de tous les jours? Copilot, je m'en sers moi, j'utilise Copilot tous les jours.
Dès qu'il a compris le contexte, surtout pour tout ce qui est code un peu évident, il comprend. Et si je peux faire une petite anecdote, avec Eric, souvent on partage les écrans et là je lui montre, puis là, il voyait souvent qu'est-ce que faisait mon copilote et moi je l'avais gratuitement parce que je suis un MVP autour de. Et là, à un moment donné, Eric, cette année, c'est dit bon, ben je me prends un abonnement. Et là, ça te coûte combien maintenant par mois avoir ton copilote? Une vingtaine de dollars, je crois? Non, c'est moins. Je pense que c'est 10 $, ouais. C'est vraiment fabuleux, hein, parce que tout le temps que j'ai passé sur ma vie, dans ma vie, à aller voir sur Stack Overflow, c'est quoi la meilleure façon d'itérer un array en JavaScript parce que je suis pas un pro de JavaScript. Ces petites affaires-là, le copilote, le copilote d'RBS Code, au lieu de se baser sur des large language models comme qu'il faisait avant, il était juste basé sur les codecs, ce qui veut dire que lui, tout ce qu'il comprenait, c'était le code. Mais il comprenait le code super bien. Là. Une fois que tu as saisi comment utiliser le copilote, tu vas plus jamais sur Stack Overflow parce que il sait qu'est-ce que tu veux faire, puis il y a le contexte, les bons noms de variables, il sait exactement qu'est-ce que tu veux faire. Tu fais juste bien nommer ta fonction, puis il est capable de dériver qu'est-ce que ta fonction va faire, puis peut-être t'aimes pas l'espace ou des choses comme ça, mais en général, il fait la bonne chose. C'est vraiment incroyable parce que ça. Un exemple où ça m'a beaucoup aidé. En grande entreprise, est-ce que vous avez commencé un petit peu ou souvent il y a une réticence là, plus l'entreprise est grande là. Aujourd'hui, plus l'entreprise est grande, moins on l'utilise. C'est un peu ça le problème. On regarde de loin aussi comment ça marche. Toi, moi, Michel, beaucoup copilote. Moi, j'ai eu des clients où on a reçu des mails où ils nous demandaient de pas utiliser ChatGPT, par exemple, parce qu'ils voulaient pas que les données de l'entreprise, comme c'était en ligne, aillent sur ChatGPT. Ça, c'est compréhensible. Oui. Et un exemple où ça m'a beaucoup servi Copilot, j'avais dû écrire, j'avais un cluster à installer, j'avais des VM à créer, et il fallait que je crée un health check sur l'application. Et c'était des forwarders DNS, donc quelque chose de pas très sexy à faire, mais il fallait en faire. Avec Azure, des fois, on n'a pas le choix de faire des trucs comme ça. Et il fallait que je écrive les health checks pour vérifier que les machines étaient toujours up. Donc je regardais les outils qui étaient installés par défaut dans les VM et je voyais il y avait Python. Et il fallait que j'écrive un en Python, donc un endpoint HTTP qui allait faire les requêtes pour vérifier que les serveurs étaient bons. J'avais écrit trop de Python, j'avais Copilot, j'ai dit voilà, je veux faire ce endpoint là et truc. Il me l'a fait et après j'ai dit maintenant fais-moi le script pour systemd pour enregistrer le truc. Il me l'a fait aussi. Voilà, le truc que je pensais j'allais prendre 3-4 jours à faire, aller rechercher, en 1 heure c'était plié, quoi. Puis un exemple qu'ils nous ont montré parce que comme on dit, GitHub lui connaît les codex. Et une des choses qu'on a beaucoup dans la programmation, c'est des patterns. On pense à tout ce qui est les fameux scripts pour être capable de reconnaître une string. Ou tout ce qui est pour quand on fait du cédulage donc c'est souvent des patterns comme ça. Et lui, ces produits-là, ils sont phénoménaux. Comme Eric disait, t'as plus besoin d'aller sur le web chercher puis trouver comment est-ce que j'écris dans mon pattern matching pour trouver ma string. L'autre jour, il fallait que je fasse de quoi pour être capable de m'assurer que j'avais toujours un GUID. Donc c'est un problème assez simple. Oui, je veux que ce soit un GUID. Je dis ok, je vais faire une vérification. Mais là, est-ce que j'ai vraiment tout correctement? Donc là, tu vas donc là, je suis allé directement sur Bing. Bing m'a donné la réponse. Parce que je suis conscient des limitations, je dis, je peux pas prendre tel quel, il va falloir que je fasse une double vérification et on devrait toujours faire ça. C'est ce qu'on nous a dit à Bill, vérifier. Donc là, je suis allé vraiment sur Stack Overflow. Donc, je me suis tapé cette double vérification-là parce qu'on est en 2023. Mais j'imagine qu'en 2027, je ferai même plus ça. Je vais pouvoir vraiment, surtout que là, j'étais avec Bing, j'étais pas avec Copilotix parce que j'ai pas encore accès, même si j'ai demandé. Ça va arriver, mais comme ils nous ont dit, il y a trop de monde qui veulent embarquer sur X. Moi, j'ai demandé accès pareil que Guy, je l'ai eu aussi. Et je fais quelques tests et c'est vrai que c'est assez bluffant. Hein. Quand on met Copilot et puis Copilot Chat en même temps, sur les deux, c'est ouvert à tout pour faire tous les développements. J'ai une question pour vous. Nous, on voit la puissance de ça pour les développeurs. Est-ce qu'on est capable d'imaginer ce que ça va pouvoir dire pour les systèmes d'exploitation? Je pense entre autres à l'annonce où est-ce qu'il nous disait le copilote, il s'en vient dans Windows. Et moi, je vous fais une primaire. Je ne pense pas que Microsoft ont abdiqué de ramener Windows au niveau du mobile. Préparez-vous, là, je suis pas mal sûr qu'à l'automne, on va nous annoncer que il arrive qu'un Windows qui va fonctionner dans du mobile
avec justement le copilote. Les grands, t'es dans le secret des dieux, toi? Non, je suis vraiment pas dans le secret T'es des sur dieux. NDA, hein? Non, moi je vous dis juste que c'est de la prédiction. Je pense que Microsoft va essayer de faire un retour au niveau du OS mobile et que Copilot dans Windows est une des clés pour ça. Parce que, est-ce que vous pouvez imaginer est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer la game? C'est-à-dire, est-ce que, de la même façon que là, Microsoft, ils sont en train de donner une raid à nos amis Google avec leur engin de recherche, est-ce qu'on peut s'attendre que même les systèmes d'exploitation comme le Mac ou iOS vont être un peu chamboulés ou je sais pas. Moi, je trouve déjà que Bing, il est de plus en plus envahissant dans le navigateur, enfin dans Windows. Donc, je pense qu'ils ont remis leur outil au goût du jour. Je pense que c'est plutôt une bonne idée d'avoir gardé Bing et se dire que Google, ils auraient pu dire Google a gagné, on va laisser tomber. Donc, je trouve que c'était plutôt une bonne idée qu'ils aient tenu bon. Et ouais, pourquoi pas. Je pense que Bing va peut-être reprendre des couleurs avec ça, mais après il faut faire attention, je pense. Il y a un côté Oracle avec ChatGPT et ce genre de technologie où les gens risquent de faire trop. On est, je pense, dans la pente où les gens sont un peu excités par cette technologie. Il faut un peu trop confiance. Il faut pas oublier quand même, c'est des systèmes statistiques qui sont là pour nous donner la réponse qui est la plus probable, mais c'est pas forcément la réponse qui est juste. Donc j'ai encore vu un truc il y a pas longtemps où des avocats avaient mis des résultats de procès et c'est ChatGPT qui avait tout inventé. Donc attention, il renvoie des données probables mais pas forcément des données justes, c'est quand même des systèmes qui sont à la base statistiques. Donc voilà, je pense qu'il y a encore du travail sur ça pour des outils grand public. Aujourd'hui, tu as un bon point. Tu parles d'avocats. Pas plus tard que samedi, il y a un article dans un grand quotidien montréalais. En première page à la une, c'est ChatGPT recalé. Ils ont essayé de lui faire passer l'examen du barreau québécois, puis il y a eu 12%. Contrairement aux États-Unis où il réussit à passer l'examen du barreau américain. Alors, la raison est assez simple, c'est que le pool d'informations, parce qu'au Québec, on est particulier là, au niveau de la loi et tout ça. Donc, ce sont le pool d'informations est limité. En plus, c'est en français par rapport aux États-Unis. Donc, il y a moins l'échantillonnage d'informations est moins grand. Donc, c'est normal qu'il y ait calé, là. Et ce point-là est important parce que j'ai regardé une présentation en Bit où est-ce que les chercheurs expliquaient un peu le cheminement, grosso modo, eux autres, ils sortent un peu de l'hiver, le long hiver de l'intelligence artificielle qui a duré depuis les années 80. Et là, on arrive en 2023 et là, ils arrivent au printemps. C'est comme, OK, finalement, on sort. Donc, la fameuse courbe de Gartner, il commence à monter la courbe et à voir le hype. Et comme Michel disait, à un moment donné, cette hype-là, on a trop d'attentes et là, on redescend la courbe. On disant, OK, on va le rendre, on va l'utiliser pour ce qui est vraiment utile. Mais une des choses, moi, qui m'a frappé dans cette présentation-là, c'est que la personne nous disait, écoutez, quand on avait, mettons, 50 millions, 100 millions de données, on n'est pas très, très bon. Et il arrive à un moment donné un saut quantique, c'est-à-dire que quand il dépasse à peu près 200 ou 300 millions de nœuds, pouf, tout d'un coup, le langage modèle avec le GPT, avec la transformation, ça veut dire que quand ils font des transformations, à un moment donné, il faut qu'ils en fassent assez que bing, là, il devient très performant. Et eux-mêmes ont été surpris, ils s'attendaient pas qu'il soit si performant, mais ça prend des données. Et ce que tu dis, Guy, est vrai. Nous qui sommes francophones, il va falloir toujours être très, très, très sceptiques parce que, malheureusement, la langue anglaise est beaucoup plus omniprésente que la langue française, ce qui veut dire qu'il y aura jamais, des fois, dans certains cas, surtout pour des cas un peu plus pointus comme le droit québécois, qui est quand même utilisé juste par 8 millions de personnes, ça veut dire que l'échantillonnage est probablement pas assez pour qu'ils soient capables de pouvoir faire des prédictions statistiques qui ont de l'allure. Il va falloir en être conscient, il va falloir comprendre ces limitations-là à cette intelligence artificielle. Et c'est pour ça que les modèles où on prépare de la donnée sur lequel on va mettre un outil comme OpenAI plus les outils comme Azure Search, où on va travailler la donnée, elle va être déjà nettoyée en fait. Et on va monter un moteur d'analyse et de recherche dessus
avec lequel on va parler. Je pense que c'est ça la vraie innovation. C'est pas forcément ChatGPT comme on le voit en ligne où tout le monde peut l'utiliser parce que en plus on se rend compte que les données elles datent d'il y a 2 ans. Donc, mais voilà, je pense que la vraie truc c'est des modèles spécialisés qui vont avoir de la valeur. Ben, c'est ce qu'on Et voit la dans création de Copilot. plugins aussi que j'ai trouvé assez c'est ça la fabuleux. quatrième. Au niveau des développeurs, on va être capable de créer un plugin sur ChatGPT finalement qu'on va pouvoir initialiser, qui va taper sur notre propre API. Donc, il montrait des exemples où il posait une question, puis ChatGPT dit j'ai aucune idée. Puis finalement, en y connectant une API qui a qui expose certaines informations, là, ChatGPT devenait plus intelligent ou acquérait une nouvelle connaissance. Donc ça C'est va vraiment être intéressant. C'est vraiment bien fait aussi parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, ChatGPT avait déjà son modèle d'extension, puis ils vont réutiliser le même modèle d'extension pour Bing. Qui veut dire que nos plugins qu'on fait pour ChatGPT ou s'il faut un abonnement à ChatGPT, etc., là, tout à coup, ils vont être disponibles dans l'environnement Bing, potentiellement ouvert à plus de personnes. Il va peut-être avoir un store, justement, pour être capable d'aller accéder à toutes ces add-ins-là de façon encore plus publique que juste un accès privilégié à ChatGPT. Donc, puis peut-être aussi avoir la possibilité de pas exposer ces données-là grand public, de les garder en entreprise. Donc, si je veux créer un robot conversationnel un petit peu ou augmenter les fonctionnalités de ChatGPT, bien, je veux que ça reste en entreprise. Oui. Justement, dans le modèle dans le modèle de add-in chez ChatGPT, il y a tout un aspect authentification pour justement identifier un utilisateur à un certain montant d'informations. Puis ça, il y a juste ces données-là qui sont ramenées dans la session. Puis cette session-là, elle n'est pas éternelle. Quand on a fait nos 20 ou nos 25 échanges avec ChatGPT, la session disparaît. Donc, ce data-là, oui, il était public, oui, il était disponible de public, mais il y avait quand même des restrictions pour pas qu'il soit utilisé par n'importe qui. Fait que c'est clair que AI, l'intelligence artificielle, ChatGPT, tout ça, c'est le gros thème de la conférence. Mais si on fait un dernier petit tour de table, là, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas couvert dans votre liste là de choses cool ou intéressantes que vous avez vues? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas couvert? Alors, moi, j'ai vu 2-3 trucs cool sur Cosmos DB avec le burst sur les capacités. Donc le fait d'avoir pendant un temps très court la capacité de consommer plus que ce qu'on avait provisionné, donc ça je trouvais ça cool. Et le fait d'avoir du multi-partition, des clés de partition hiérarchiques aussi, parce que des fois on se posait la question comment organiser ma donnée. Donc sur un seul champ, des fois c'est pas possible. Je prends par exemple, imaginons qu'on a on veut classer des gens dans un pays. Donc est-ce que la clé de partition c'est le département, est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la région, l'État, enfin en fonction des nomenclatures qu'on a dans chaque pays. Donc maintenant, on peut créer une clé hiérarchique qui peut être État, département, ville ou arrondissement, et après requêter en fonction d'un bout de cette clé de partition. Et ça, je trouve ça super cool. Parce que sinon on avait forcément des fois des partitions qui étaient pas forcément bonnes et des requêtes qui étaient pas très performantes. Donc ça, je trouvais ça sympa. Wilfried? Ouais, effectivement, j'ai vu passer Cosmos DB qui était aussi pas mal et il y avait des choses intéressantes dessus. Après, ils ont sorti quelques petites nouveautés, notamment autour de AZD côté Azure pour pouvoir avoir les samples d'applications. Alors pour le moment, c'est vraiment très le prémisse que du coup on peut créer une application from scratch, déployer, le seul code, le déploiement sur Azure, totalement disponible avec juste 2 modèles qu'ils ont. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que utiliser quelque chose de type là en entreprise, on pourrait très bien avoir des modèles custom, avoir des applications typiques pour tout ce qui est formation, bout de projet chez les gens, et vraiment la partie pure infra, le tout développer soi-même aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il y a du potentiel derrière. Après, là, c'est vraiment les prémices, sont que 2 modèles, ce qu'ils disaient dessus, dont un de chat avec encore de l'IA. Voilà. Moi, il y a 2 choses que je voudrais. Je vais aller plus avec une session qui m'a
vraiment renversé. Il y a un monsieur qui s'appelle John Maeda, qui lui, dans les années 2000, il a écrit le livre The Laws of Simplicities, à l'époque quand il était au MIT Media Lab. Donc, on montre ça au début des années 2000. Et puis John Maeda a continué son parcours et tout. Il a écrit un livre important il y a 3-4 ans sur justement comment on fait des interfaces avec des robots conversationnels. Et John Maeda vient de se joindre à Microsoft il y a 8 mois. Au même moment où est-ce que la révolution IA. Et il faisait une présentation avec d'autres personnes, entre autres un des gars qui était chez Google avant, qui a participé à créer Google Docs. C'est quand même plaisant de voir que tous les gens parce que cette personne, entre autres, pas John Maeda, mais l'autre personne aussi disait, quand les gens de Microsoft m'ont approché et que je vois la révolution je suis sorti de ma retraite, je dis je reviens, c'est trop excitant ce qui se passe. Et là, Microsoft est en train d'aller rechercher beaucoup de penseurs ou de gens qui ont eu une influence majeure. Puis moi, cette session-là, ce que j'ai aimé, c'est que essentiellement, ce qu'il nous disait, c'est à chaque fois qu'il y a un changement majeur au niveau de toute la techno, tout l'outillage pour les développeurs en est ressenti. Et on parlait qu'une des dernières grandes changements majeurs, c'était l'apparition du web en 92. Et on sait comment ça a changé, comment on fait le développement logiciel. Comment je développais en 1985 et comment je développais en 2005, rien à voir. Et là, lui, John Maeda, tout ça, ces gens-là se sont mis à dire comment on pourrait essayer de voir qu'est-ce qu'aura l'air le développement logiciel qui s'en vient. Et essentiellement, il faisait une caractérisation où il disait il y a eu comme 3 grandes classes de façon qu'on a été capable de parler à des ordinateurs. Ça remonte il y a très longtemps, tout le monde a vu de films sur Turing et tout. Au début, c'était en code machine directement, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune abstraction, on parlait à la machine direct. Et il est arrivé une autre grande classe de façon de parler à la machine, mais eux, ils appelaient ça la classe syntaxique. C'est-à-dire qu'on s'est créé des syntaxes, on s'est créé des abstractions au-dessus de la machine, mais c'était nous qui devions parler à la bonne syntaxe. Donc, on programmait en COBOL, en C#, et c'est comme ça qu'on réussissait à parler à l'ordinateur. Et on utilisait des command line interface pour être capable. Et là, ils disent maintenant, on est rendu à la 3e génération qui est pas syntaxique, qui est sémantique. C'est-à-dire que là, on parle dans la langue que nous, on parle à tous les jours. Il n'y a plus de couche d'abstraction. Comme Michel disait un peu plus tôt, je dis dans mes mots ce que je veux et la machine réussit à comprendre ce que je veux faire. Et à partir de cette constat-là, ils se sont dit, qu'est-ce que va avoir là tout l'outillage? Puis entre autres, sur les 3 axes, qui est toujours, un programme, c'est quoi? C'est du data plus du code. Donc, il dit au niveau des données, une des premières révolutions qu'on voit, c'est les nouveaux engins de recherche vectoriels. On a entendu parler beaucoup à la conférence Build, tout ce qui est Vector Search Engine, c'est comme une nouveauté qui apparaît, qui est intimement liée au fait que maintenant on fait du LLM. Du côté du code, du traitement, les plugins, c'est vraiment la chose qui change. Puis encore là, eux, ils essaient de voir, mais on est en 2023, on n'est pas en 2030. Mais c'est intéressant de voir tout l'outillage qui va être chamboulé. Donc, cette session-là, moi, m'a beaucoup titillé parce qu'elle m'a fait réfléchir en disant, OK, devant nous, on a un nouveau monde qui apparaît, puis on n'est pas encore capable de l'entrevoir. Quelque chose qui me fascine, là, c'est quand tu as des sources de données immenses, là, puis il faut que tu génères des rapports. C'est complexe, là, générer des dashboards ou des tableaux de bord, des choses comme ça. Parce qu'il faut comprendre les données, puis faut être capable de créer les bonnes requêtes. Puis là maintenant, avec Copilot, directement soit dans Power BI ou d'autres outils dans Excel, tu fais juste taper ce que qu'un être humain en langage naturel désire voir, là, puis l'outil est capable de générer tout ça. C'est assez impressionnant. On va avoir beaucoup d'avancements.
OK. De mon côté, une couple de petites choses qui sont, je trouve, intéressantes. Dans .NET 8, on va avoir de l'outillage là pour les applications cloud native là qui vont nous permettre d'ouvrir des portes, des API finalement là pour Prometheus ou pour des outils de APM. Donc ça c'est vraiment cool. Puis aussi l'aspect AOT qui va permettre de finalement de compiler notre application dans un format beaucoup plus petit. Là, on passe, il montrait des exemples, là, une application qui passe de 300 MB à 25 mégabytes. Là, donc ça c'est vraiment cool. Tu parlais d'OpenTelemetry? Quand tu parlais de Cloud Native et de Prometheus, tu parlais d'OpenTelemetry? Ouais, tout ça, c'est des choses-là qui vont être intégrées dans .NET 8. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Une chose qui m'a impressionné, c'est la démo, une des démos de Mark Rosanovich, où il utilisait les WebAssembly comme des micro-VM. Donc, chaque WebAssembly, c'est une fonction, puis au lieu de les avoir en mémoire, chaque appel, il y a une instantiation qui est faite à chaque fois de cette micro-VM-là, qui est complètement isolée, puis qui, au niveau des performances, ça, c'est totalement transparent. Là. C'est assez impressionnant. Là. Fait qu'on est passé de la VM au conteneur, puis là où il appelle ça une micro-VM. Là. Ça va être intéressant de voir l'évolution dans le temps de cette technologie-là. Dernière chose, messieurs, il y a eu un axe très, très puissant à la conférence où est-ce qu'on voulait s'adresser aux développeurs. Et chez Microsoft, il y a un travail qui a commencé il y a maintenant plusieurs années de vouloir ramener le développeur au centre de Windows. Est-ce que ça vous a, ils ont annoncé justement le nouveau Home pour les développeurs directement dans Windows, la capacité de pouvoir se créer un Drive D sur une technologie avec un lecteur beaucoup plus rapide. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous ont allumé ou c'était comme bof? Moi, j'ai vu la conférence aussi avec Quentin Stellman, dont on avait parlé. Je trouve la conférence intéressante aujourd'hui. Après, il y a quand même beaucoup d'initiatives sur comment construire son PC, avec quelque chose de custom. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont propres à chaque développeur. Tu utilises du Vagrant, tu utilises du Winget, des scripts PowerShell pour créer ton PC au début. Donc aujourd'hui, c'est vraiment uniformiser le système d'un ordinateur. J'ai envie de dire à voir, parce que aujourd'hui, moi je travaille dans une équipe où on est quand même assez nombreux, et chacun a un PC qui est configuré de façon différente, parce que c'est le choix de chacun en fait, aujourd'hui d'avoir sa configuration différente. Donc standardiser un PC, c'est bien pour des nouvelles recrues, ou c'est des nouvelles recrues, c'est facile parce que vous avez un PC qui marche dans la journée, quoi. Donc ça c'est un bon point, mais après ça va être à chaque développeur de finalement configurer son environnement comme il le souhaite. Je pense c'est encore une énième manière de le faire pour moi quand je l'ai vu. Moi j'attends de voir parce que j'ai vu la partie où ils parlaient de leur nouveau système de fichiers pour les développeurs. Ouais. Mais de ce que j'ai vu, ça demande quand même de désactiver pas mal de trucs dans Defender, enfin. Ça a un impact sur la sécurité et je pense pas que la plupart des gens dans des grandes compagnies vont pouvoir le faire, donc on va avoir des limitations. Moi, je regarde plus les développements autour des conteneurs de développement qui permettent vraiment de fournir un environnement associé à chaque repo qui est bien indépendant, où on a juste besoin d'un runtime Docker, et je trouve que c'est plutôt ça la tendance que la configuration du poste de travail. Donc, c'est ça, il y a comme une tendance à dire on devrait revenir au bare metal, comme on dit en bon anglais, mais en entreprise, ça va peut-être être plus dans le conteneur parce qu'on peut sécuriser beaucoup mieux et s'assurer qu'il n'y a pas de... moi c'est plutôt standardisé, c'est-à-dire qu'avec mon conteneur, quand je travaille sur Azure, je suis sûr que tout le monde dans mon équipe a exactement les mêmes outils, les mêmes clés, puis quand quelqu'un arrive sur un projet, il a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il charge le conteneur, il a l'environnement, il a les scripts, il a les plugins, il est efficace tout de suite, il a pas un PC à configurer qui était configuré pour un autre projet avant, et donc quand on switch de projet à un autre, c'est pratique.
Quand on upgrade ses CLI, ben on peut le faire dans une branche. Enfin, je travaille plutôt là-dedans dans le côté infrastructure. Et côté dev, .NET est un peu à la ramasse là-dessus parce que les outils le supportent pas encore très bien. Quand on regarde les outils comme les développeurs autour de Python, enfin ils savent le faire très bien. Et Python depuis très longtemps. Enfin, là sur Python, beaucoup utilisent ça depuis très longtemps. Exactement. Donc, ce qui serait peut-être intéressant de ce qu'on appelle le DevBox, là, c'est-à-dire une VM de travail dans le cloud qui peut être configurée par l'entreprise, la société, et qui peut être aussi sécurisée, qui fait à partir du AD. C'est au lieu de fournir un ordinateur portable, un laptop à des consultants, par exemple, tu crées ça dans le cloud, puis tu donnes accès, puis lorsque la personne a fini son mandat, ben on détruit tout, puis ça peut faciliter le travail en entreprise, je pense. Et ça fonctionne bien parce que sans ça, j'ai une VM pour travailler sur un projet, c'est du l'IntelliJ, et ça fonctionne très bien. Enfin, et j'ai pas besoin d'une machine très puissante pour en faire, et je sens pas, j'ai pas l'impression d'être bridé, de travailler dans un remote desktop. Mais écoutez, en terminant, messieurs, j'ai Eric qui dans le chat, qui me dit, moi, je suis très excité par ce qu'il a vu à Build. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Wilfred, Michel? Alors moi j'avoue que si ça arrive à mon travail, ce sera au moins dans 5 ans, donc du coup un peu moins excité. Donc toi t'es moins excité parce que tu dis ouais, quand est-ce que ça va vraiment arriver à la Société Générale? C'est plutôt ça, effectivement. Non, ouais, après moi je vois qu'il y a beaucoup d'outils d'initiatives que nous on met en place chez nous aussi, donc en fait c'est quelque chose qui je trouve intéressant sur le principe. Après, comme je l'ai dit, donc il y a quand même beaucoup d'outils qui font sensiblement des choses similaires, on va dire, pas toujours exactement pareil, mais et c'est après ça à choisir pour chaque entreprise son bon outil et miser dessus et pas changer d'outil tous les 3 semaines derrière. Et toi, Michel? Je dirais pareil. Je pense que ça va dépendre de l'entreprise, la taille, ses règles. On n'a pas tous des PC sous Windows, des fois dans des boîtes. Hein, on a. Ça dépend des services aussi. Donc pourquoi pas, mais j'attends de voir encore. Donc là, j'ai vu dans une présentation qu'il y a un présentateur qui disait dans 3 ans, si votre application n'interagit pas d'une quelconque façon avec un copilote ou en tout cas avec une intelligence artificielle, vous serez complètement dépassé. Est-ce que c'est un petit peu trop optimiste, ce propos-là, 3 ans ou... Franchement, 3 ans même. Est-ce que c'est pas vite, même... 3 ans, hein? C'est même tard. 3 ans, faut que tu trouves le bon use case, faut que tu trouves la bonne application, faut que tu formes ton équipe, faut que t'aies... C'est une révolution, puis en même temps, on va tous être dedans, 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Merde, on va tous sauter dans la même mare d'eau, là, éventuellement. Il y a 10 ans, on nous disait que toutes les applications, si elles n'étaient pas sur mobile, elles allaient, ça servait à rien. Donc, on regarde le nombre d'applications qui sont pas sur mobile en entreprise. Hein, je parle d'entreprise, pas public. Oui. Mais le parallèle. Donc voilà, attention. Le parallèle que la personne faisait, c'était un peu, il dit, revenez en 2000. Quand Salesforce est arrivé avec leur première application qui était web only, là, ça roulait sur le web, on appelait même pas ça une application cloud en 2001-2002 quand Salesforce est apparu, et tout le monde était comme ça marchera pas, ça marchera pas. Et Salesforce a pris a vraiment eu une adoption phénoménale. Est-ce qu'on peut penser que ces outils-là, ces applications-là vont tasser ce qui existe aujourd'hui et que en tout cas, c'est difficile de voir le futur, mais c'est un peu ce que les use case. Ouais. Donc, mais en tout cas, je sais qu'Éric, puis nous, on a passé la fin de semaine parce que ça fait 5 ans qu'on travaille, nous, sur un système à base d'intelligence artificielle, mais qui n'était pas du LLM, qui était des heuristiques. Et là, avec ce qui arrive, on vient y greffer justement du LLM et puis j'ai hâte, là, dans le prochain mois, on devrait nous annoncer notre bêta. Et nous, on pense notre produit va changer comment on gère notre vie personnelle, hein, nos to-do personnels. Je me souviens, Guy, à tous les fois, je te parlais, je travaille sur quelque chose de to-do, tu dis des to-do, Mario.
Qu'est-ce que c'est ça? Et j'en reparle prochainement, là, vous allez en entendre parler parce qu'on lance le produit bientôt. Et nous, on est très confiants que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est vrai là-dedans, c'est-à-dire que tous les services qu'on connaît aujourd'hui sont en danger de se faire tasser, un peu comme quand est arrivé les systèmes à fenêtres. WordPerfect a complètement disparu. Lotus 1, 2, 3 a complètement disparu parce que ça donnait la chance à des nouveaux entrants d'entrer et de tasser. Et là, on a devant nous le même genre de schisme qui va se passer. Et ça prendra peut-être pas 20 ans pour que ça se passe, hein. Ça va peut-être arriver beaucoup plus vite qu'on pense. Non. Mais par contre, il faut voir un truc, c'est que les technologies d'IA qu'on a là, elles sont quand même assez faciles à mettre en œuvre pour avoir quelque chose très rapidement. Donc en fait, c'est plus vraiment un avantage concurrentiel d'une grosse boîte, puisque tout le monde, quelle que soit la taille, du moment qu'on a des données bien formatées, est capable de mettre en place quelque chose comme ChatGPT sur ses applis. C'est pas limité aux gros. Mais à l'inverse, ceux qui font pas seront en retard et vont faire du. Mais c'est donc les gros joueurs, s'ils bougent pas assez vite, même si on les données, peut-être des nouveaux entrants vont être capables. En tout cas, on va voir comment l'évolution va aller. C'est difficile de prévoir le futur parce que si tout le monde était capable de prévoir le futur, beaucoup de gens seraient millionnaires. Parce que c'est la bonne façon de devenir millionnaire, c'est de voir ce qui s'en vient dans le futur et de se positionner pour être là. On rêverait tous d'être un peu, tu sais, comme dans le film Back to the Future. Tu vas 4 jours dans le futur, tu regardes c'est quoi les billets gagnants à la loto, tu reviens dans le passé, tu achètes le billet de loto, hein. Ah, le fameux livre, là, de Big, comment il s'appelait, lui, ce personnage-là? Je me souviens. Je sais pas trop. Mais, Biff, c'est ça. Biff, c'est pas loin. C'était ça. Biff la brute. Wilfred, Michel, Eric a dû nous quitter, malheureusement, mais je suis sûr qu'il se joindrait à nous pour souhaiter à nos auditeurs une bonne continuation. Donc, je vous laisse le dernier mot, messieurs. Moi, je voudrais juste sortir un mot qui m'est revenu quand j'ai vu la build et qui m'a rappelé mes cours d'informatique des années 90 quand j'étais à l'école, qui était le mot système expert. Et qui colle et en fait je trouve que ça représente vraiment maintenant ce que nous racontait déjà dans les années 90 sur l'IA, les systèmes qu'on pouvait interroger, et je trouve que il a fallu 40 ans mais on y est enfin. Ouais. Wilfred, dernier mot? Moi je dirais effectivement on est sur un axe de révolution surtout autour de l'IA pour aider tout le monde à tout niveau d'entreprise pour dans l'avenir et dans son travail quotidien. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on suive de manière très poussée et l'intégrer au maximum partout, quoi. Guy, toi qui es très terre à terre, est-ce que t'es excité ou en fait, je veux dire honnêtement, j'ai regardé les keynotes là, tout ça principalement, puis là on parlait de ChatGPT, de copilote, de IA, puis je me suis senti à un moment complètement dépassé. Puis finalement, en prenant un peu de recul, je dis non, c'est des outils que je vais utiliser. J'ai pas besoin d'en coder, d'en développer. C'est pas mon expertise, mon mandat. Mais par contre, c'est des outils que je vais pouvoir intégrer et utiliser dans mon travail pour m'aider, de sorte que si j'ai un conseil à donner, si vous êtes auditeur, vous n'avez pas écouté les keynotes, prenez le temps, allez sur le site de Bill, c'est bill.microsoft.com ou même sur YouTube là, sur les canaux de Microsoft Developer, de retrouver les keynotes, les sessions principales. Faites une liste. Donnez-vous comme but, là, au moins, regardez entre 5 et 10 sessions. Un petit but, puis pas obligé de faire ça dans la même journée, là. Mettez-vous un but. Bon, d'ici 2 semaines, je vais en écouter 10, disons. Donc, une par journée. Puis, vous allez voir, vous allez retrouver pas mal d'informations, puis ça va être intéressant. Ça va être bon pour votre développement, d'avoir une vue d'ensemble un petit peu de ce qui se passe. Parce que ce qui est intéressant dans Keynote, c'est beaucoup de tape à l'œil. Puis quand on tombe dans les sessions, OK, là, on est plus dans le terre à terre, là, ici, là. Donc, c'est important de regarder ces sessions-là. Si on fait un parallèle avec ce qu'on a vécu dans les années 90,
quand le web est arrivé, on n'a pas eu à apprendre à programmer un serveur web. Tu sais, aucun d'entre nous a programmé un AIS ou ce genre. Tu sais, c'est de l'infrastructure qui est venue, que d'autres mondes ont programmé pour nous, et nous, on a construit par-dessus. Ben, l'IA, c'est la même chose. Nous, on construira probablement jamais un large language model. C'est les OpenAI, les Microsoft qui font ça. Nous, on va construire par-dessus. Et c'est comme ça qu'on réussit à faire avancer les choses. Hein. S'il faudrait que ce matin, quand je me suis levé, ça avait fallu que j'aille fabriquer moi-même le lait et tout, je serais pas avec vous. Là, je serais encore en train de traiter la vache. Oui, traiter ma vache. Ceci étant dit, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on les revoit le mois prochain. Donc, merci encore, messieurs. Visual Studio Talk Show.